Bonjour tout le monde, bienvenue à notre première rencontre, notre premier podcast et j'ai l'immense plaisir de recevoir nul autre que mon collaborateur, Michael Zayat. Bienvenue Michael. Merci beaucoup, bienvenue à tous. Et Michael, quelle belle aventure qu'on partage en ayant créé l'Académie Jardin de Vie depuis 2001. 2001, Oui, on a dépassé 2 dizaines d'années qu'on collabore et qu'on enseigne ensemble l'aromathérapie. Donc, pour moi, ça allait de soi que les gens apprennent à mieux te connaître, aller à ta rencontre pour mieux comprendre ton parcours de vie. Qu'est-ce qui t'a mené à cette passion, à ce métier? Je suis même plus sûre que c'est un métier, c'est au-delà de ça, c'est une œuvre de vie. euh, une autre que- vie, oui, c'est un partage de vie pour moi. Je suis vraiment très heureux, très honoré aussi. Et puis, ça me touche beaucoup, juste le terme jardin de vie. C'est le jardin de notre vie. On marche dans ce beau jardin et on s'aime. C'est vraiment le terme s'aimer, semer et s'aimer, ça se dire on s'aime. Alors, c'est ça vraiment la base de toute cette œuvre qu'on fait ensemble, c'est Hmm. d'apprendre à aimer et d'apprendre à s'aimer, et vraiment à travers la nature et à travers chaque moment, c'est de vivre dans des relations de joie, des relations d'amour avec la nature et avec toutes les personnes qui sont là autour de nous. Merci. Merci. Merci, Michael. J'aimerais que les gens te connaissent un peu plus. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance jusqu'à ton présent, un peu nous décrire ton parcours de vie? Oh là là, c'est vraiment tout On en a pour plusieurs dizaines, là. quelque chose parce que moi, c'est sûr que je suis né au Caire, en Égypte, et je me sentais vraiment faisant partie du monde. Et quand je parlais des Égyptiens, je disais les Égyptiens font comme ça. Puis mon professeur il me dit, mais t'es un Égyptien? J'ai dit, ah oui, c'est vrai, je suis né en Égypte, mais je ne me sens pas attaché à une terre. Je suis attaché à la terre, pas à une terre. C'est vraiment la terre qui est vraiment un lieu de, de rencontre, un lieu de croissance, un lieu vraiment magnifique. C'est cette planète bleue qui est vraiment essentielle en ce moment de la protéger et puis de se réveiller parce que elle est dans un état de besoin énorme de réveil et de protection. Et quand j'étais à l'école, moi, c'est sûr que j'apprenais mon grand frère, il étudiait, puis moi j'étudiais avec lui, il est 2 ans de plus vieux que moi, il est médecin maintenant à New York. Moi, je voulais devenir médecin, je voulais devenir prêtre, et je trouve que les deux sont dans des cadres. Et moi, j'aime pas les cadres. Donc, Sauf celui derrière toi, je pense. celui-là, c'est le cadre. C'est un cadre que j'aime beaucoup, c'est le pont d'Avignon. Et c'est un ami peintre qui ici à Bromont, qui est magnifique aussi. Il cultive de la lavande, André Librex. Et il me l'a offert parce que j'aimais beaucoup ce pont où on danse, où on chante. Et je suis allé là-bas avec Chantal et on a vraiment passé du très, très beau temps là-bas. Je trouve que c'est très, très important. J'ai vraiment en Égypte, je ne me sentais pas attaché à l'école, je me sentais libre. Donc, euh, je sais pas, je faisais beaucoup aussi de sorties tout seul, puis j'allais découvrir le désert, les pyramides. Les pyramides, c'est pas loin de chez nous, c'était à côté de, de la maison, on pouvait y aller. Pas seulement à pied, mais il y avait beaucoup de circulation. On pouvait y aller. Puis je trouvais ça magnifique. Et ici au Québec, j'ai appris des choses sur les pyramides que je ne savais pas. On ne connaissait pas ça là-bas. Même les Égyptiens, ils ne savent pas quand on regarde
un cristal de quartz, comme ça. Le, Hmm. la cime du cristal, le top, est vraiment en forme. Il y a 6 côtés et chaque 2 côtés qui sont opposés l'un face à l'autre, ça fait le même angle que la Grande Pyramide. Donc, c'était inimaginable comment ils arrivaient à construire ça. C'est des pierres énormes. Et je crois qu'ici, on a appris aussi beaucoup de choses, que les constructeurs des pyramides, c'était des hommes à la voix juste. C'est-à-dire Hmm. qu'ils savaient émettre des sons et avec les sons, la pierre devenait beaucoup plus légère. Ça, c'est au niveau vibratoire. C'est incroyable ce qu'on est aussi au niveau vibratoire maintenant. On est vibration. Quand j'ai appris récemment que vraiment, une goutte d'eau contient des milliards de milliards, c'est 18 zéros, un milliard de molécules, et ces molécules sont faites d'atomes et que ça bouge, ça tourne. C'est quoi? C'est inimaginable le monde Oui, dans le... c'est même pas le nombre d'atomes, en fait, c'est le nombre de molécules H2O dans une seule goutte d'eau. Puis, si on le transpose aux huiles essentielles, dans une goutte d'huile essentielle, il n'y en a probablement pas autant parce que nos molécules sont plus grosses, hein, souvent à 10 atomes ou 20 atomes selon s'il y a 10, 15 ou 20 carbones, mais n'empêche que la quantité de molécules qui doit se retrouver dans une seule goutte d'huile essentielle, c'est, comme tu le dis, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Et puis, elles interagissent entre elles. Et quand elles trouvent quelque chose au niveau, que ce soit des champignons, des bactéries, elles s'organisent pour les entourer et les empêcher de se reproduire. Et vraiment, c'est magnifique. Mes parents, Zayad veut dire celui qui fabrique les huiles. Mais nous, c'était beaucoup de presser les olives pour faire de l'huile d'olive. Mais je pense que les essences, ma mère utilisait beaucoup dans la cuisine. Elle connaissait beaucoup toutes ces épices qu'on mettait et que ça aidait beaucoup à la digestion. Et à quel moment mettre les épices dans la soupe ou dans les repas? Mhm. C'est pour ne pas que tout s'évapore, que ça va sentir bon, mais ça ne va pas être proche de nous. Il faut vraiment savoir à quel moment. Elle m'a appris plein de choses là-dessus. Puis je trouvais ça magique, vraiment. Et on faisait des choses à la maison. Ma grand-mère aussi, elle était très... elle venait de Beyrouth, mais ses parents lui ont enseigné beaucoup comment utiliser les plantes aromatiques. Quand je pense à Marie-Madeleine qui lavait les pieds du Christ avec du nard, bon, moi je pensais que c'était le nard de l'Himalaya, mais après j'ai appris que le mot nard veut dire une essence précieuse. C'est soit du jasmin, de la rose, du lotus, des choses vraiment très, très précieuses. Et quand le Christ se faisait masser les pieds avec ça, les disciples lui disaient, ben, pourquoi gaspiller un parfum aussi cher? On devrait le vendre, donner l'argent aux pauvres. Jésus répond, les pauvres, vous n'allez pas en manquer. Vous allez toujours en avoir, vous pouvez toujours leur faire. Mais en ce moment, elle prend soin de moi et j'accepte Hmm. de recevoir. Et c'est ça vraiment le message, que de s'offrir le meilleur. Quand je reçois quelque chose, c'est vraiment la différence entre prendre et recevoir est importante aussi. Je m'ouvre à recevoir et j'accueille et je remercie. Je suis dans la gratitude. Et vraiment, c'est très, très important de reconnaître ça, puis de remercier la vie qui m'offre cette opportunité aussi de partager ses connaissances avec vous. Hmm. Michael, qu'est-ce qui t'a amené de l'Égypte au Canada? Qu'est-ce qui t'a fait faire le grand saut vers le Canada puis vers le Québec? Ben, en Égypte, j'ai eu vraiment le privilège et la chance de travailler avec un grand auteur.
qui est connu un petit peu comme Victor Hugo. On le trouve dans le Petit Larousse, juste à côté de Victor Hugo. Il s'appelait Taha Hussein. Hussein. Et cet homme a écrit beaucoup et il a voyagé. Et j'ai eu la chance de partir avec lui en Europe. Et c'était un ministre de l'Éducation en Égypte. Moi, j'étais professeur aussi. J'aimais travailler en éducation, mais j'aimais pas trop être dans des classes fermées. Je voulais enseigner, mais dans l'être, tu sais, dans la nature. Oui, Ah, Hussein m'a beaucoup aidé là-dessus avec ce voyage en Europe. Je me suis dit, tiens, c'est beau prendre les bateaux, voyager comme ça. Et puis, je me suis dit, je vais aller étudier au Canada pour faire un doctorat en éducation. Alors, je me suis trouvé ici et j'ai voyagé. Puis, là, j'ai trouvé que le pays était tellement magnifique, ouvert. Ça n'a pas idée, on n'a pas idée toute la richesse que le pays il possède. C'est des forêts incroyables. La nature, elle est là. Et puis les personnes qui sont là sont des personnes qui ont traversé des périodes qui n'étaient pas faciles et ils savent comment être dans l'accueil. L'accueil, j'ai trouvé ça incroyable. Quand j'arrivais chez n'importe qui, n'importe quel moment, ils ont toujours sur leur table des choses à offrir. Ils ont une boc de bière avec des cuillères pour le café, le sucre était là, le miel. Tout est prêt pour accueillir les gens. Donc, ils sont dans un accueil incroyable. La porte est, la plupart du temps est ouverte. Très rarement, elle est fermée à clé. Là, c'est comme l'accueil. Et j'ai vraiment été impressionné, et vraiment accueilli d'une façon incroyable. Et j'ai appris tout de suite, j'ai fait suivi des ateliers de naturopathie avec une grande dame qui est vraiment a, a- a écrit beaucoup aussi. Elle a écrit sur la naturopathie et Carmel Desrosiers. hmm, Et c'était des rencontres magnifiques. Et puis j'arrive, je me disais, c'est vraiment dans ce domaine-là, apprendre à vivre sainement, apprendre à vivre d'une façon naturelle et de s'harmoniser avec soi et s'harmoniser avec les autres, harmoniser avec la nature. Et c'est ça vraiment l'amour, c'est d'offrir cette lumière. Et ce que je trouve important, c'est que quand on regarde la lumière, c'est sûr qu'il ne faut pas la regarder en face, mais la lumière, elle nous éclaire. Et partout où la lumière va, l'obscurité s'en va. Et je trouve que c'est ça, c'est de rester dans la lumière et de se brancher à la lumière et ne pas se brancher à des croyances qui nous enferment dans des principes et dans des ah c'est comme ça comme ah oui je suis euh, médecin, je ne peux pas parler de naturopathie parce que c'est contre euh, les impressions, tu sais, les recommandations de de l'ordre. l'ordre. Et moi, je trouve ça dommage parce que il voit qu'il y a des bons résultats avec la naturopathie. Les huiles essentielles, ça a été utilisé pendant des millénaires. Ben, On- oui, depuis toujours, au départ sous la forme des plantes aromatiques telles quelles. Ensuite, en macération dans des gras animaux qu'on nomme l'enfleurage. Puis éventuellement, une extraction très sommaire quand on pense aux premières distillations, de simplement mettre des plantes aromatiques à bouillir, puis de recueillir la vapeur avec des lainages qu'on vient tordre par la suite pour recueillir le distillat, donc l'eau évaporée, qui contient probablement juste une petite fraction d'huile essentielle, mais qui devient l'hydrolat en soi. Donc, c'est des techniques. On a découvert des alambics qui datent plus de 3000 ans avant notre ère. Donc, on parle de plus de 5000 ans au niveau des alambics très primitifs en terre cuite. Donc, il y a longtemps que l'homme distille, que ce soit pour l'alcool, éventuellement pour la production des huiles essentielles, pour se soigner, se parfumer,
pour ajouter dans la nourriture, pour la conservation aussi de la nourriture, donc mille et un usages des huiles essentielles. Oui, conservation de la nourriture, conservation des corps aussi, avec la Oui. momification. Et j'ai utilisé beaucoup des essences, et puis c'est incroyable. Le- le- c'est comme ces plantes, de reconnaître ces plantes. Ce que je trouvais magnifique aussi au Québec, c'est que c'est les conifères, les premières plantes qui ont produit des essences aromatiques, et on est dans un pays de conifères. Les conifères, le sapin, pourquoi on amène un sapin à Noël? C'est très important. Ça, c'est comme, c'était pas pour rien, c'était pas juste pour la décoration, c'était pour produire des essences aromatiques dans l'air. On le mettait à côté du foyer avec des bougies aussi, et la chaleur diffusait des quantités énormes de molécules de sapin, du conifère, vraiment. Et ces molécules, euh, elles ont été prouvées par l'Institut Armand Frappier, justement, que Mm. euh, elles détruisent le bacille de Koch, les molécules aromatiques. Et quand ils ont démontré ça, vraiment, j'étais à une conférence, et puis c'était incroyable. Dans le Devoir, il y a eu un article aussi, Passer un Oui. sapin en mairie, que je trouve un article très important, comment les chercheurs de l'Institut Armand Frappier ont démontré les effets des pinettes sur Et sur du sapin baumier. sapins baumiers, mais aussi les autres. Bien sûr qu'on ferait la même recherche sur les, les, euh, les épinettes et le pain. On est vraiment très chanceux au Québec d'avoir ces essences-là, et il ne faut pas les gaspiller. Ce que je trouve, quand j'étais en Alberta, je disais, on ne coupe pas les arbres pour extraire, mais vous allez là où il y a des coupes d'arbres pour le bois, et puis il faut replanter, bien sûr, mais au lieu de jeter les branches, vous pouvez les prendre et puis faire une distillation pour avoir ces essences aromatiques. C'est ce qui est intéressant au Québec, c'est que c'est vraiment la majorité de la production des huiles essentielles québécoises, c'est une récupération de la matière première. Mais Michael, qu'est-ce qui t'a emmené, qu'est-ce qui te fait passer de l'enseignement, donc peut-être nous parler un peu de ton expérience d'enseignant au Québec à l'aromathérapie? Qu'est-ce qui te fait, quelle est la transition, qu'est-ce qui te fait changer de branche? Oui, ben, j'ai eu l'occasion, après avoir fait mes études de doctorat en éducation, j'ai rencontré un professeur, et puis des directeurs aussi d'une école avec des délinquants, une école d'enfance inadaptée. C'était surtout des enfants, des jeunes qui étaient dans des résidences fermées parce qu'ils avaient été accusés de crimes, soit de drogue ou de vol. Et il m'a demandé si je voulais travailler avec eux. J'ai dit, ben oui, bien sûr, ça me ferait vraiment euh, aider à les connaître, puis à les aider à changer. Et je me promenais avec eux, je leur disais, on va aller chercher des choses pour se nourrir, on plante, tu sais, on va chercher des légumes pour faire la nourriture. Je leur montrais la base, que la nourriture, c'est pas quelque chose que tu vas acheter, c'est quelque chose que tu peux produire à partir de la terre. Donc, on allait voir des endroits où il y avait des carottes, des navets, des betteraves, et aussi des salades. Et on cuisinait, et je leur montrais comment cuisiner, et puis on mangeait tous ensemble. Il y avait un petit groupe qui faisait la cuisine pour tous les autres. Et je leur disais, c'est très important d'avoir ce contact vraiment avec la nature, parce que c'est la nature qui nous nourrit. C'est sûr que beaucoup de ces personnes, ils n'ont pas eu une enfance facile, mais en vivant ces moments-là, j'ai trouvé ça super. Et la commission scolaire a décidé de mettre cette école dans une polyvalente. J'ai commencé à enseigner dans la polyvalente, mais je trouvais ça pas intéressant. Il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait des corridors qui menaient à un autre corridor. La porte
je ne voyais pas à l'extérieur. Alors je disais, c'est quoi? C'est pas une vie d'enseigner. Je disais, il fait pas, c'est pas agréable de vivre ça. Et le directeur il me dit, mais vous avez l'air conditionné, vous avez le chauffage et puis l'air conditionné. Je dis, mais moi, je veux pas vivre dans une pièce juste qui n'est pas vivable, mais qu'on va rendre vivable avec du synthétique, là, une façon qui n'est pas naturelle. Moi, je veux vivre une école, dans notre école où j'ai commencé à enseigner, on avait pris une école abandonnée qu'on avait transformée avec les délinquants. Mais les fenêtres, on pouvait les ouvrir. Je trouve ça important, comment dans les écoles aujourd'hui, c'est encore comme ça. Beaucoup d'écoles dans les polyvalentes sont construites pour que tout le monde reste assis à sa place, ne pas bouger, ne pas penser. Et ça Oui. m'a permis de sortir puis de voir comment est-ce qu'on peut trouver des façons de se soigner par la nature, comment bien manger, parce que c'est la base, on se nourrit tous les jours. Mm. Sauf si on fait un jeûne là, à l'eau, mais en général, il faut manger les meilleures choses. Et c'est quoi ce qui est le meilleur? C'est ce que la nature nous donne. Et de s'ouvrir à ne pas prendre des choses qui sont trop transformées, là. Le sucre, oui, ça nous attire parce que les fruits sont sucrés. Mais si j'extrais le sucre des fruits et des plantes et que j'ajoute dans quelque chose qui n'est pas agréable, ben, je vais dire, ah, c'est bon parce que c'est sucré. Mais non, c'est que je me trompe. Je me... Vraiment, c'est une façon détournée de me faire consommer des choses qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas bonnes pour moi. Alors, Mm. je trouve que c'est important de revenir vers la nourriture saine et ce que je trouvais magnifique dans le jardin de vie, c'était quand j'allais là-bas, c'était, oui, c'est venu. Mon premier jardin, initialement érigé à Brigham, dans les cantons de l'Est, c'est là où on s'est rencontrés. Oui, c'était magnifique, les gens qui t'ont offert un espace que tu avais transformé en un jardin de vie, que tu regardes toutes les plantes qui étaient là. Waouh, c'est d'aller, de planter, de trouver des choses naturelles. Et c'est la base. Moi, ça m'a vraiment amené à avancer avec vraiment, vraiment cette richesse que les plantes nous offrent. Et j'ai eu, il y a bon, au moins une trentaine d'années, la visite chez moi de Michel Sommerard, qui est un aromathérapeute reconnu mondialement, et son fils a écrit beaucoup aussi sur lui. Oui, Jean-Charles. Jean-Charles, oui. Oui. Le Et qu'est-ce qui chemin. fait que Michel est arrivé chez toi? D'où est venue cette rencontre? Ben, je l'avais rencontré en Europe, je donnais une conférence à Strasbourg et lui, il était là, il vendait ses huiles essentielles, il faisait des rencontres et moi, je lui ai parlé que chez nous au Québec, on aime beaucoup les huiles essentielles et il est venu pour apprendre sur les huiles du Québec et il est resté, il voulait rester juste quelques semaines, mais il a aimé l'endroit et il est resté à Bromont au moins. Moi, je dirais une année complète. Quand même, hein? Oui. Et son fils est venu, la maman de son fils aussi est venue rester à Bromont. Et Jean-Charles est revenu après ça aussi plusieurs fois. Et c'est vraiment de connecter avec cet amour, cette passion qu'il avait avec les essences aromatiques. Et puis, justement, on allait là-bas, il restait pas loin d'Avignon. Et c'est ça que ça m'a permis d'aller voir ce pont-là. Puis beaucoup de ses amis faisaient de la distillation dans, à Bromont, pas à Bromont, il faisait à Bromont, mais il a apporté, on avait fait des alambics. J'ai appris là-bas à faire des différentes façons anciennes
comment ils faisaient les alambics, puis on a créé un alambic qui est vraiment incroyable, où le joint d'étanchéité se fait à l'eau, il n'y a pas de caoutchouc, il n'y a pas vraiment de, vraiment de roue pour la fermer, ça se fait automatiquement dans la grande simplicité et le refroidissement se fait tout simple avec de l'eau. Et je trouvais que c'était une façon agréable de faire. Et puis plusieurs personnes qui sont venues à Bromont aussi en Europe. Et puis même au Népal, un ami qui est venu, un Népalais, puis est venu voir comment on faisait les huiles. Et il est parti aussi avec un alambic pour fabriquer de l'huile de, de Nardostachys jatabansi, de De nard. nard, Oui. oui. Et il À faisait ce aussi. moment-là où tu as rencontré Michel Sommerard, tu devais être déjà un peu dans le domaine des huiles essentielles, vous avez connecté ensemble et où tu as appris encore plus au niveau de la distillation, de l'usage des huiles essentielles, mais aussi des huiles essentielles à travers le monde. Qu'est-ce que les Européens produisent? Oui. Oui, c'est sûr qu'il y a des choses magnifiques qui se font en Europe, mais aujourd'hui aussi, le Québec, on a avec André Librex d'avait avoir importé une lavande qui peut résister au froid, et il a fait quand même des champs de lavande ici, et il y en a d'autres qui ont pris cette idée d'André Librex et puis qui ont parti d'autres cultures de lavande aussi au Québec. Oui, Et, donc André Librex est propriétaire du Lavandou, qui est situé à Franklin, tout près de Hemingford. Donc, il est un producteur, un petit producteur de lavande, mais un des premiers au Québec à s'être établi et à avoir hybridé une variété qui résiste bien aux hivers, qui sont un peu moins frisquets qu'avant, disons. Donc, la lavande se porte de mieux en mieux à être produite au Québec dû à ces différentes variations climatiques. Puis, Michael, si on retourne un petit peu en arrière à ton enfance, est-ce que tu peux nous parler, toi, tu étais quel genre d'enfant? ben, j'étais vraiment pas facile. Moi, Ah, je je n'aurais suis- pas pensé ça. non, je ne voulais pas suivre les règles. Vraiment, même à l'école, je regardais plus à l'extérieur les arbres, les feuilles qui se balançaient dans les arbres. Le professeur, je le regardais, mais euh, j'étais comme, je sais pas, ma mère nous montrait beaucoup de choses, comment faire simplement, et j'ai appris à travers elle beaucoup de choses euh, naturelles, et ma grand-mère aussi. Donc, ce que je voulais pas être euh, un enfant discipliné. Non, pour moi, la discipline, je suis un disciple in, si- et non pas un disciple out. Et je ne veux pas understand, comme on dit en anglais, understand. No, I stand up. I don't stand under nobody. Je voulais être vraiment libre et je faisais l'école buissonnière et souvent, comme je, je- je prenais le temps d'aller faire autre chose. Mais mon seul résultat, c'est que dans les examens, j'avais de très bonnes notes. Donc, j'arrivais à, à réussir et puis à passer d'une classe à l'autre. J'ai jamais doublé une année et je trouvais ça très important, tout de même à l'université. Pour moi, c'était important les contacts avec les autres, le partage, les échanges. Et c'est sûr qu'en Égypte, c'est un pays qui est majoritairement musulman, mais il y a des chrétiens et il y avait des juifs et on était en classe tous ensemble. Il y avait un partage ensemble. Il n'y avait pas d'animosité ni de bataille entre nous. On était Hmm. en, en harmonie et on s'entraidait tous. Je trouvais ça très important et j'ai eu cette chance aussi en Europe de parler de cette situation où, au lieu de se tirer les uns sur les autres, au contraire, c'est de s'envoyer la main et de se partager la paix
Et je pense que c'est le partage se fait avant tout avec les choses naturelles et les essences. C'est l'essence de la plante qui va nous permettre à nous de partager. Parce que c'est sûr que dans beaucoup de pays, ils produisent des plantes qu'on n'a pas chez nous. On a essayé de produire de l'eucalyptus, mais ce n'est pas comme en Australie. Donc, si on peut, ben non, si on peut le faire pousser d'1 mètre en une saison, c'est à peu près tout, hein. On n'est pas du tout compétitif face aux grandes productions australiennes. Exactement. Et puis c'est la même chose avec les roses. Oui, on peut produire des roses. J'ai eu un producteur de roses, roses de Nel, qui en avait fait ici. On est allé faire de la distillation de la rose, mais ça prend énormément de roses pour obtenir une goutte, là. Puis, Je me souviens, j'y étais, puis on a rempli presque un alambic complet. Bon, c'est à peu près un volume de 100 litres. Et on n'a pas eu une goutte de l'essentiel. Mais c'est vrai qu'on n'était plus à l'arroser le matin, on était déjà en après-midi, le temps qu'on ait le message, qu'on se rende, qu'on s'installe. Donc les roses étaient déjà grandes ouvertes avec une partie de leur arôme envolée. Mais on a quand même eu une production d'hydrolat. Puis c'est ce qu'au Québec, au niveau de la rose, ben, on a aussi des producteurs d'eau de rose parce que la production d'huile essentielle est un peu limitée. Mais rappelle-moi un peu, Michael, si je me trompe pas, dans votre famille, vous aviez un alambic que vous vous passiez. C'était dans la tradition de distiller la rose et la fleur d'oranger. On l'a passé à la famille, mais aussi aux voisins. Tu sais, on fabriquait de l'eau de fleur d'oranger, comme tu dis, et puis de l'eau de rose. C'était les deux principales, mais distillation qu'on faisait, parce que l'alambic, quand même, était très important. Et quand on allait cueillir des roses, c'était un petit alambic, mais il donnait beaucoup d'eau de rose. On Mhm. avait 2, 3 litres. C'était très bon pour mettre dans les pâtisseries et puis des fois dans le riz, quelques petites gouttes pour donner cette touche magique, un peu très très bonne. Je pense que Et ma grand-mère, elle avait son petit alambic qu'on a gardé aussi pour la tradition. Mais aujourd'hui, je pense que et ils ne font presque plus ça parce qu'ils peuvent l'acheter euh, dans toutes les épiceries. dans toutes les épiceries. Exactement. Traditionnellement, donc, c'était plus les femmes qui faisaient la distillation de la rose ou c'était toute la famille qui participait? C'était surtout les femmes, oui, les hommes allaient dans des chantiers pour euh, c'est travailler la construction, puis toutes les employés de différentes institutions là. Mais c'était surtout les femmes qui connaissaient ça. Puis, et c'est toujours comme ça encore. Ma mère nous Hmm. soignait toujours avec les plantes. Et quand je suis venu ici au Québec et j'ai eu des problèmes, je mangeais n'importe comment parce que je trouvais qu'il y avait des choses incroyable. La nourriture était disponible ici. Tout le monde pouvait manger. Chez nous, il fallait attendre. On partage, même quand on fait la cuisine, on partage aussi les plats avec les voisins parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir de la nourriture comme ici, là. C'est l'abondance. Et j'ai mangé beaucoup euh, et finalement, j'ai bloqué mon intestin. Hmm. Et le Faut médecin. manger. Oui, mais je ne pensais pas des choses qui étaient comme, comme il faut. Je pense que Qui était de saison. Parce que ce que j'entends, c'est que ici, dans nos épiceries, on a des fraises l'hiver, des ananas à l'année longue. J'ai oui, l'impression que les gens sont déconnectés par rapport au rythme des saisons et les aliments qui sont adaptés à ce rythme. Quand on pense au Québec, au printemps, il se met à faire chaud très rapidement. Tout d'un coup, on a le goût de manger des salades, des fruits, on a chaud. On va aider oui, notre sang à ce qu'il soit plus fluide et circule mieux. Puis à l'automne, on commence à avoir froid, on a le goût d'avoir des ragoûts, des mijotés, des légumes racines, des courges. Et c'est ce que la nature nous offre, c'est ce qui est disponible dans ces périodes de l'année. oui, exactement.
Et puis, moi, vraiment, je me permettais de manger parce que c'était très riche. Mais finalement, j'ai eu un blocage au niveau de- du côlon et le médecin, il m'a analysé, il m'a dit non, il faut opérer, il faut couper et puis on va faire un joint pour enlever un parti parce qu'il est complètement bloqué. Et j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, ben, si tu m'appelles, je vais être à l'hôpital, je ne vais pas pouvoir répondre. J'ai pas parce qu'il n'y en avait pas le cellulaire de ce temps-là. Puis Ben oui. on dit, comment ça, jamais tu vas te faire opérer? Alors j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Alors elle m'a donné des recettes de plantes, des tisanes. Elle m'a dit, tu prends ça tout de suite et t'en prends plusieurs fois par jour. Et j'ai fait ça. Puis le médecin, 2 jours après, quand il m'a revu pour faire l'examen radio, il m'a dit, ben, c'est un miracle, je comprends pas. Tout est passé. J'ai dit, ben oui, est sorti. Je sais pas comment. C'est sûr que je ne me rappelle plus exactement des recettes qu'elle m'a données, mais c'était vraiment très important, laxative et puis des produits magnifiques. Euh, puis après ça, j'ai dit, ben oui, elle connaît plus que, plus que beaucoup de monde savent. Il faut que j'apprenne aussi tout ce elle a enseigné. Puis je me suis spécialisé vraiment à ce moment-là avec les plantes et puis savoir quoi manger, à quelle saison, quelles sont les nourritures qui sont appropriées pour l'hiver ici, quelles sont les nourritures qui sont, et puis comment cuire aussi. C'est pas, on peut manger cru, faire des jus, oui, mais aussi avoir la fibre qui va, qui va aider aussi à toute la digestion. On a plein de substances qu'on ne trouve pas dans le jus qui reste dans ce qu'on jette, en fait, ou qu'on donne. Il faut trouver un mélange, une harmonie entre les deux pour avoir suffisamment de fibres, avoir suffisamment de minéraux aussi. Donc, ce que j'entends, c'est que ta mère t'a toujours soigné avec les herbes, avec une vision naturelle, une vision holistique. Puis, si je me trompe pas, tu as 3 frères également, donc vous êtes une famille de 4 garçons. Oui, exactement. On est 4 garçons. Et, c'est ça. Moi, je trouvais que c'est très important comment elle s'occupait de nous. Elle faisait plein de choses. C'est sûr elle aidait aussi beaucoup les autres autour. Euh, Et elles étaient dans des œuvres comme Saint-Vincent de Paul. On faisait beaucoup d'œuvres comme ça pour euh, aider les autres. Mais moi, j'ai été chez les frères des écoles chrétiennes au collège de La Salle, Saint-Jean-Baptiste de La Salle, qui était un, un prêtre qui est devenu frère et puis qui a fondé les écoles des frères des écoles chrétiennes pour les pauvres. Et en Égypte, il y avait des écoles pour enseigner à tout le monde. On avait une école qui était Saint-Pierre et Paul, donc une partie qui était gratuite pour les gens qui n'avaient pas d'argent aussi. Et je trouvais ça incroyable. Moi, je voulais jouer avec les deux. Je voulais pas qu'il y ait une séparation entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Là, on était tous ensemble, on jouait ensemble. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est les jeux où on joue ensemble. On n'est pas comme une équipe qui doit gagner l'autre équipe. On avait un ballon Mhm. au Il y a de volley. la compétition. Oui, c'était pas la compétition qui est importante, qui c'est qui va gagner, mais de bien jouer et de rester en forme avec le sport, mais que c'est un sport qui n'est pas compétitif, un sport de partage. Et j'aimais beaucoup jouer à ça, tu sais, des cerceaux, puis de s'amuser à l'école. Mais je trouvais ça important que de vraiment de manger sainement. Et ici, c'est ça que je trouve important, c'est de suivre aussi notre instinct, de s'écouter. Si là, j'ai envie de manger une pomme, ben, je vais manger une pomme, je ne vais pas me mettre
faire autre chose. C'est les pommes, ça dure aussi pendant l'hiver. Je trouve ça Oui. magnifique. Que c'est un fruit qui est sain et qui aide beaucoup. Manger des oranges, ce n'est pas un fruit qui est approprié pour ici. De temps en temps, d'accord, pour s'amuser comme ça, mais euh, il faut y aller avec les fruits qui poussent ici en saison. Et en hiver, bien sûr, on a des légumes qui restent tout l'hiver. C'est les navets, les carottes, bien sûr. Les choux, les topinambours. Oui, le topinambour, c'est incroyable. Ah, c'est magnifique. Et comment c'est superbe de les manger quand elles sont prêtes aussi. Et c'est incroyable tout ce que la vie nous emmène. euh, Hmm, et de voir aussi comment les Autochtones, ils se nourrissent, tu vois, de vraiment y aller avec euh, pas n'importe quoi bien sûr les œufs aussi, mais pas aller trop dans le côté de, de la viande, puis des petits être aliments. bien équilibré. Oui, Et exactement. dis-moi, par rapport à toutes ces connaissances ou tout ce qui a été inculqué à travers ton enfance, qu'est-ce que l'enfance est venue installer chez toi pour présentement créer l'œuvre que tu es, dont tu es l'auteur? Donc, quel est le lien? Qu'est-ce que ton enfance a permis euh, Bien sûr que d'être qui tu es? j'aimais beaucoup lire aussi quand j'étais enfant. Puis le premier livre qui m'a vraiment fasciné, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Puis ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touché. Et vraiment, c'est le lien avec la rose, hein, le Petit Prince avec sa rose. Et ça m'a beaucoup touché. Puis je lisais aussi beaucoup les poèmes Victor Hugo. Et on a appris beaucoup les poètes, aussi les fables de La Fontaine. Et je trouvais ça très intéressant, comme euh, toutes les histoires qui sont véhiculées à travers ces poèmes. Et puis le chêne et le roseau, tu vois, puis le corbeau et le renard. Toutes des choses qui sont vraiment, vraiment plein d'instructions. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais ça pouvoir partager ces connaissances. Et je voulais pas juste enseigner le français pour la grammaire. Oui, c'est bon de connaître la grammaire, mais c'est qu'est-ce qu'on dit? C'est sûr que c'est intéressant de savoir comment visser une vis dans le bois, puis quelle sorte de tournevis prendre. Mais ce qui est important, c'est avant tout la maison, comment je la situe par rapport à la lumière, par rapport au soleil, la chaleur. Euh, et j'ai trouvé ici les maisons étaient vraiment très, très bien construites, les maisons traditionnelles. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. Le bois qu'on utilisait aussi, la pruche pour construire les pins, où mettre chaque sorte de bois pour la construction, c'est tellement magnifique. Mais aussi comment poser la maison, à quel endroit, c'est où la source, l'eau, comment euh, le cultiver. Et c'est important de revenir dans la tradition québécoise. Puis c'est, euh, le Québec est un exemple mondial. Il faut qu'on Hmm. réalise ça. Comment montrer au monde, oui, comment vivre sainement en harmonie avec la nature. Avec la nature et si c'est possible, avec les huiles essentielles. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, t'a fait passer de l'enseignement traditionnel à l'usage, la vente, mais aussi l'enseignement de l'aromathérapie, donc des huiles essentielles? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette approche? Ben, c'est sûr qu'en allant dans des colloques en Europe, j'ai eu la chance d'aller à plusieurs reprises euh, assister puis enseigner là-bas. J'ai vu le besoin qui est vraiment incroyable. Il y a une demande,
ça s'est multiplié d'une façon exponentielle, l'utilisation des huiles essentielles. C'était pas comme ça il y a 30 ans, mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens, ils en veulent, et puis ça devient un métier. Mon fils, Eloï, il a vu ça et il a commencé à m'aider, puis il a trouvé que c'était vraiment un domaine fascinant. Là, il revient d'un voyage où il a rencontré aussi des producteurs mondiaux d'huile essentielle. Euh, j'ai vraiment trouvé ça magique. Et Lucas, qui nous aide aussi à produire maintenant, à- ils sont ensemble. Je suis très heureux d'avoir mes deux garçons qui œuvrent dans le même domaine, tu vois. Puis Qui ont cette même passion. Puis, est-ce que il y a eu une personne ou que tu pourrais dire un maître ou une personne dans ta vie qui t'a vraiment influencé à aller dans ce domaine ou à nourrir ce domaine? Est-ce que c'est Monsieur Sommerard? Est-ce que c'est une autre personne? euh, c'est sûr que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, j'ai été même chez lui. Il y a, il y a comme euh, Daniel Pénoël, il m'a invité à aller Oui. chez lui. Je l'ai rencontré dans un salon et puis je suis allé chez lui j'ai rencontré sa femme, sa fille qui était très jeune. Aujourd'hui, elle a parti vraiment à une un business qui est très florissante là, avec les huiles essentielles. Et puis euh, Daniel Pénoël et puis aussi euh, son- Roger. Jaulois, si je ne me trompe pas, qui ont coécrit avec Pierre Francombe le guide aromathérapie exactement, qui a été une révélation au niveau d'un travail gigantesque d'analyse Oui, c'est d'huile essentielle, donc oui. sorti à la fin des années 90, au début des années 2000, je n'ai pas la date exacte, mais ça a été toute une avancée au niveau scientifique en Oui, aromathérapie. l'aromathérapie exactement, qui est un livre de référence que beaucoup maintenant utilisent pour prendre les informations. Puis incroyable, il parlait de beaucoup de plantes de Québec. Je trouvais ça magnifique, il connaissait tout Oui, ça. Puis ça a permis de faire connaître énormément d'essences qui sont ici. Mais quand il le réédite, ils ajoutent aussi, ils le mettent à jour. Je trouvais que le livre L'aromathérapie exactement est une base et oui. je pense que ça fait plus que 20 ans quand même. Oui, une base, mais avec un langage assez scientifique tout de même. Faut bien s'y connaître. C'est pas un livre d'introduction, c'est un livre très avancé au niveau de toute l'information qui est transmise, mais qui est toujours d'actualité encore aujourd'hui. Si tu avais à nous donner une description d'une huile essentielle, Michael, pour toi, quelle serait la meilleure description, la plus belle description de qu'est-ce qu'une huile essentielle? Ben, c'est vraiment aller à vraiment comme euh, l'esprit de la plante. Il y a, on a un corps, une âme et un esprit. Je pense que les animaux, ils ont l'âme. Et puis l'esprit, c'est ce qui est très fin, qui est vraiment comme la touche qui dépasse le côté de l'âme. C'est plus haut. Alors les plantes aromatiques ont un esprit, c'est le spirit, c'est l'essence de la plante. Et ces plantes communiquent entre elles et communiquent aussi avec leur extérieur, avec ces essences-là. Donc c'est un moyen de rentrer en lien spirituel. C'est le mot esprit, spirit, et Hmm, c'est la même origine. C'est le côté de l'esprit. C'est ce qui m'inspire, inspire. Donc, quand je sens quelque chose, ça m'inspire. Donc, j'aime beaucoup les essences qui sont inspirantes, comme, bien sûr, moi, je viens du pays du jasmin, donc le jasmin, ça m'aide beaucoup. Mais maman, elle cuisinait beaucoup avec des plantes aromatiques. Donc, le thym, le romarin est très important aussi. Puis, aujourd'hui,
J'ai vu vraiment des vidéos de médecins qui parlent de comment le romarin aide beaucoup au niveau de la mémoire. Tout à fait. Grâce à Oui, certaines molécules, en fait, le 1,8-cinéole, qui est une très, très petite molécule aromatique qui, paraît-il, peut passer la barrière hémato-encéphalique. Donc, je me questionne, est-ce que seul le romarin aurait ses propriétés stimulantes de la mémoire ou si toutes les huiles essentielles, il y en a beaucoup, qui contiennent aussi cette molécule, auraient ces propriétés. Mais le romarin, en soi, quand on l'utilise en herboristerie, c'est une plante qui active la circulation sanguine et qui est vasodilatatrice, donc qui va permettre d'amener plus de sang dans les extrémités. Donc, est-ce que ça s'applique aux huiles essentielles? C'est difficile à savoir. À son huile essentielle, mais une chose est certaine, c'est que beaucoup de gens manifestent des résultats positifs quand ils hument. Donc, ils diffusent, ils respirent l'huile essentielle de romarin officinal à cignol pour augmenter la concentration puis les capacités cognitives. oui. Est-ce que tu pourrais dire que est-ce qu'il y a une intelligence innée qui se cache dans l'huile essentielle? Ben, c'est son esprit, c'est vraiment Hmm. l'esprit de la plante. Mhm. Et euh, c'est une autre façon de voir l'intelligence. C'est une interaction qu'elle Et que a. l'environnement. Oui, c'est c'est une vibration. Et c'est ça, l'intelligence, c'est au niveau vibratoire. Je pense que les plantes non aromatiques ont aussi une vibration, si on pense au pissenlit, à l'ortie, etc. Mais par contre, quand on pense aux plantes aromatiques, elles dégagent même des molécules biochimiques qui vont être détectables dans l'air et qui ont des objectifs précis que la plante sécrète. Donc, on peut penser à des propriétés répulsives pour les insectes. On peut penser à des propriétés antifongiques face à des levures qui pourraient s'attaquer à la plante. Donc, la plante produit une huile essentielle. Il y a un côté vibratoire absolument qui représente l'énergie de la plante, si je le dis bien, mais il y a le côté biochimique. La plante produit ces molécules-là aussi pour sa survie. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est quelque chose souvent qu'on apprend encore, on est encore en train de- d'apprendre, on n'a pas fini d'explorer tout ce côté vibratoire qui est Absolument. incroyable quand on regarde le monde autour de nous, c'est au niveau vibratoire, c'est incroyable. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on réalise que l'univers est immense à ce point-là, là. Et que les petites molécules sont incroyables, l'interaction qu'il y a. Et, euh, et Moto, quand ils ont fait beaucoup de recherches aussi, c'est comment les, quand toute l'homéopathie, c'est au niveau de l'information que qui est transmise par le remède homéopathique. Il n'y a probablement pas des molécules même dedans. C'est la vibration, c'est le message. Et je trouve que c'est important de savoir que l'homéopathie, c'est au niveau du message, c'est pas seulement au niveau des substances. En effet, donc l'homéopathie, si on analyse un produit homéopathique, physiquement, on trouve rien, sauf le substrat, que ce soit de l'alcool ou du lactose. Donc, c'est un message qui est envoyé à notre Oui, corps, alors que l'huile essentielle, on a le message, mais en plus, on a mais des molécules qu'on peut analyser, qui sont au-delà des étudiées également. molécules, c'est le message, ça me touche comment? Euh, Beaucoup de personnes, par exemple, je lui faisais sentir la lavande, elle m'a dit, ah non, ça me donne vraiment tout de suite mal à la tête. J'aime pas. J'ai dit, comment ça? Tu es de France? Elle dit, oui, je jouais quand j'étais enfant dans un champ de lavande et puis j'ai vu un serpent qui est sorti de- du, euh, d'une plante qui était proche comme ça m'a fait tellement peur. Et puis à chaque fois que je sens cette odeur, ça me fait réagir comme ça. Alors, c'est sûr que la mémoire, elle capte l'odeur. Il n'y a pas de,
Même si c'est juste quelques molécules qui sont là, mais le message fait en sorte que ça nous rappelle des événements soit très agréables ou désagréables. Oui, c'est au-delà de juste l'accumulation ou de nommer certaines molécules. Parce que même quand on analyse une huile essentielle, on se rend compte qu'il y a souvent un petit pourcentage qu'on n'arrive pas à analyser parce qu'on n'a même pas l'équipement ou les données ou la capacité de comprendre à 100% toutes les molécules que peut contenir ou que peut sécréter une plante aromatique. Et même sous forme de traces, il pourrait y avoir peut-être encore des dizaines ou des centaines de molécules qui composent le tout, l'intégralité. Et c'est l'intégralité qui offre le message et qui permet d'obtenir les propriétés et non le fait d'essayer de séparer ou d'isoler. Ça me fait penser, Mickaël, parce que quand on regarde des analyses de deux huiles essentielles québécoises, la pruche et l'épinette noire, ça se ressemble beaucoup. On a plus ou moins, je rapetisse ça, je fais un topo, là, mais plus ou moins 70% de monoterpènes puis 30% d'ester, d'acétate de bornyle. Donc, si je prends les deux, je pourrais me dire, ah ben, deux huiles essentielles qui servent exactement à la même chose. Donc, sur le plan physique, au niveau du côté antibactérien, antiviral, tonique immunitaire, j'ai l'impression que oui. Sur le plan énergétique, c'est deux huiles essentielles qui sont souvent très différentes au niveau de leur usage. L'épinette noire, on la propose pour une action énergisante, vivifiante. Quand on pense aussi où pousse l'épinette noire, beaucoup plus au nord, dans des conditions extrêmes, très difficiles. Puis à la pruche, qui dans toute sa douceur et sa force au niveau du bois, mais sa douceur est une essence très enveloppante, ressourçante, calmante. Puis ça, c'est souvent ressenti dans le cadre de nos ateliers, soit aromathérapie énergétique ou spirituelle, où est-ce qu'on sent des huiles essentielles sans savoir c'est quoi, mais souvent les gens ressentent une énergie similaire quand on fait le partage du groupe, puis on n'a jamais dit quelle était l'huile essentielle en question. Donc, l'odeur se ressemble, l'analyse aussi, mais quand on se connecte à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je ressens, le message n'est pas le même. Il n'est pas le même exactement pour tout le monde, mais il n'est pour deux huiles essentielles qui se ressemblent, il n'a pas la même. Donc, c'est ça que je trouve absolument fascinant, qui est en lien avec le grand plan de la vie auquel on participe, dans lequel les huiles essentielles font partie aussi. Comme je dis, c'est au-delà de la composition, c'est le message transmis par la vibration de l'huile essentielle. Exactement, oui, qu'on retrouve dans l'huile essentielle, puis qui vont nous connecter avec cet arbre, la force de la pruche et sa douceur. Vraiment, que je trouve quand on regarde l'arbre, comment il est très doux, puis les cocottes minuscules, et en même temps, le- la branche supérieure qui tend à nous orienter, comme elle penche toujours vers l'est. Donc, je trouvais ça très intéressant comme message. C'est un arbre que j'aime beaucoup, mais qui est très fort, puis en même temps très doux. Alors, moi, je pense que c'est différent de l'épinette qui est là aussi, mais qui pique, tu vois, se protège, puis qui a moins de cette capacité de vraiment d'accueillir la personne. Elle est là, elle est forte, puis euh, c'est très intéressant de voir comment cette odeur, ça nous connecte avec le- ce que l'arbre représente et ce que l'arbre nous apporte comme richesse, quoi. Tout à Et fait. C'est là qu'on se rend compte que la vraie aromathérapie, c'est pas la recomposition avec des molécules, mais c'est vraiment l'essence même extrait du végétal, ce qui est en harmonie parfaite avec la nature, avec son message dans son ADN. Il a produit une huile essentielle qui est unique à cette plante dans son environnement et qui nous transmet un message, qui nous permet de vivre un ressenti, une émotion et qui ne va pas être la même d'une personne à l'autre ou d'une plante à l'autre. C'est fascinant.
Oui, exactement. Oui, c'est Mm. vraiment magique. J'adore. Merci, Michael, pour cette belle rencontre. Ce fut un grand plaisir, un honneur aussi que tu nous partages ton histoire, que tu nous ouvres la porte de ton intimité, de ta jeunesse, qu'on ait pu apprendre à te connaître un peu plus. On va faire suite à cette rencontre. Donc, il va y avoir d'autres beaux partages avec Mickaël. Donc, je vous invite à vous abonner au podcast de l'Académie Jardin de Vie, ainsi qu'à notre infolette sur jardindevie.com et aussi à notre chaîne YouTube pour pouvoir voir, donc nous voir discuter, pas juste nous entendre, mais pouvoir apprécier visuellement nos conversations. Alors, encore une fois, Mickaël, un gros merci pour cette rencontre. Merci Véronique, c'était vraiment magnifique de pouvoir partager ça puis de remémorer ces beaux moments. Merci, Michael. Donc, je vous dis merci à tous. À tout bientôt. Bientôt, merci.